C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Les titres. 1250, c'est le nombre des candidats, agents et cadres nationaux des transports partis à la retraite qui ont reçu de main du chef de l'État Félix Tshisekedi un chèque symbolique de plus de 21 milliards de francs congolais. Élément à suivre dans ce journal. Chaque année, plus de 1,4 milliard de dollars américains échappent au trésor public. Ceci est le résultat des enquêtes parlementaires menées par la commission ECOFIN du Sénat. Des recommandations ont été à cet effet formulées au gouvernement pour maximiser les recettes. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé ce jeudi la cérémonie de remise des chèques aux représentants de plus de 1200 agents et cadres retraités de l'ONATRA, l'Office national des transports. Une cérémonie marquée par l'euphorie du côté de personnel de cette société. Le directeur général de l'ONATRA a eu de mots louables à l'honneur du président de la République. Suivez. Un tel événement, où votre présence en ces lieux, est un signal social fort, un réconfort pour toutes ces familles dont la survie repose sur l'ONATRA. Ainsi, cette cérémonie revêt un caractère national du fait de la présence de l'ONATRA dans 17 provinces sur les 26 que compte le pays. Au-delà de la période critique que traverse l'ONATRA, votre présence est venue donner l'espoir à toutes ces familles par votre accompagnement au démarrage du paiement des décomptes finaux à tous nos retraités. À ce sujet, pour l'ONATRA et l'ensemble de son personnel, il s'agit d'un jour mémorable et inoubliable, en ce que la toute première fois dans l'histoire qu'un président de la République de notre pays viennent au building administratif de la société présider la cérémonie liée à la remise symbolique des titres de paiement et des comptes finaux de quelques agents et cadres pensionnés, soit 1230. Je l'annonçais au sommaire de ce journal, plus de 1,4 milliard de dollars américains échappent au trésor public. C'est l'une des conclusions des enquêtes parlementaires menées par la commission ECOFIN du Sénat pour maximiser les recettes. La Chambre haute du Parlement a rappelé au gouvernement ses recommandations. C'était ce jeudi au cours d'une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. La suite en images. Au bureau du Sénat pour la séance de travail, le Premier ministre était accompagné des quelques membres du gouvernement et des responsables des régies financières. En face, le président du Sénat, des membres du bureau ainsi que ceux de la Commission économique, financière et bonne gouvernance, ECOFIN en sigle. Au cœur des échanges, les recommandations des sénateurs pour la maximisation des recettes en République démocratique du Congo. Des recommandations formulées après des enquêtes parlementaires de la Commission ECOFIN qui a entre autres constaté que la République démocratique du Congo perd environ 1,4 milliard de dollars américains l'an, faute notamment d'un bon recouvrement auprès des opérateurs économiques dans certaines provinces du pays. Nous avons estimé qu'il était important avant que ces chiffres ne soient portés justement dans la loi des finances de l'exercice 2023. Nous avons pensé qu'il était important qu'une rencontre de haut niveau ait lieu entre les présidents du Sénat, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement pour plancher sur cette situation et insister auprès du gouvernement pour que les droits qui ont été calculés soient effectivement recouvrés. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'est engagé à pouvoir réunir très rapidement les membres du gouvernement concernés par ce dossier pour examiner toute la pile des informations que nous avons mises à leur disposition. Une fois que ce travail aura été fait, nous reprendrons contact avec eux, nous comme ECOFIN du Sénat, pour évaluer la mise en œuvre des actions visant à recouvrer les sommes dites. Cette séance de travail intervient au moment où le Sénat examine en seconde lecture le projet de loi des finances exercice 2024, projet de loi dont le budget est évalué à l'équivalent de plus de 16 milliards de dollars américains. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont réexaminé et adopté le rapport de la Commission sociale et culturelle
relatif à la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national de femmes sages. 271 élus nationaux ont voté pour et 10 contre cette initiative du député national Eliezer Tambwe. C'est au cours de la plénière du mercredi à la Chambre basse du Parlement. C'est le président de la commission politique, administrative et juridique qui a fait devant ses collègues l'économie du rapport du réexamen de cette proposition de loi. Ceci en vertu de la correspondance au numéro 23/010 du 27 octobre 2023 adressée à la Chambre basse du Parlement par les présidents de la République au fin de la réouverture du débat sur certains articles de cette loi. Les raisons de la création de l'ordre des sages-femmes sont, entre autres, offrir les services des consultations prénatales et des accouchements assistés sans complications aux femmes enceintes, à faciliter l'accès aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence aux femmes enceintes et leurs nouveau-nés. Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par la plénière. Aujourd'hui, là, nous avons présenté les rapports de la commission au niveau de la Grande Assemblée et comme vous l'avez suivi vous-même, je crois que vous étiez dans la salle, nous avons enregistré beaucoup de félicitations, essentiellement des félicitations du président de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand vous êtes un fils, que vous présentez quelque chose et que le père vous félicite, il a repris, je mesure bien, il a repris ses félicitations 3 fois. En tout cas, c'est une grande fierté pour notre commission, pour notre bureau, mais aussi pour la collègue qui a initié cette loi. Une autre proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale était celle portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national du Léopard. Selon le député national André Mbata, son initiateur, ce texte servirait à récompenser les services des natures civiles ou militaires rendus au pays. Donc je suis très heureux que ces 2 propositions aient été adoptées, votées par la plénière. Et pour moi, c'est un jour historique. D'abord, vous avez 2 propositions de loi qui viennent des membres du bureau de l'Assemblée nationale. On ne savait pas comment une personne pouvait être élevée à la dignité de héros national. La proposition de loi qui vient d'être adoptée donc tend à combler ce vide et également à reconnaître les mérites des grands hommes parmi nous, ceux qui se sont battus pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, pour l'instauration ou la consolidation de l'état de droit. Après les votes, ces textes seront envoyés au Sénat pour seconde lecture. Dans l'actualité également, clôture ce jeudi de la semaine de la mère et du nouveau-né parrainée par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Assurer l'extension des soins de maternité respectueux, voilà l'une des recommandations faites par les acteurs impliqués dans la lutte contre le décès maternel en RDC. Les partenaires techniques onusiens réunis autour de l'initiative H6 ont réitéré leur soutien au pays pour inverser la tendance. La suite au reportage. Les rideaux de la semaine de la mère et du nouveau-né sont tombés ce jeudi à Kinshasa en présence de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, marraine de l'événement, ainsi que des partenaires techniques des agences onusiennes réunies autour de l'initiative H6. Ces assises avaient pour objectif de changer la donne en termes de décès maternel en RDC où 4 femmes meurent toutes les heures en donnant la vie. Rien qu'en 2022, le pays a signalé un total de 6 995 décès maternels et le taux de mortalité maternelle est estimé à 547 pour 100 000 naissances vivantes. La République démocratique du Congo doit s'y conformer aux objectifs de développement durable en 2030. Les partenaires techniques ont réitéré leur engagement au pays. Des recommandations ont été formulées pour y parvenir. Renforcer les systèmes de décès maternel, périnatal et précoce en termes d'installation et de redynamisation des différentes communautés à tous les niveaux. Il a été aussi retenu que nous devions intégrer le décès périnatal sur la liste des événements à déclaration obligatoire. 3. Il a été retenu d'intégrer les données des autopsies verbales des décès maternels et périnatales dans la base des DHS2. Il faudrait lever les sanctions en cas de notification des décès maternels à tous les niveaux et passer à l'échelle avec la planification familiale du postpartum. Le vice-ministre de la Santé qui a clôturé ses assises au nom du ministre des Tutelles a salué la pertinence des discussions lors de la semaine de la mère et du nouveau-né. Au cours de cette semaine, il a été abordé sans tabou tous les problèmes qui
implique la bonne santé de nos mères, des nouveau-nés, des adolescents et des jeunes, et il a été circonscrit. Les pistes de solution pour cette analyse critique. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier tous de tout cœur pour cette analyse critique qui nous permet à nous, ministère de la Santé, de nous approprier en vue des solutions idoines. Pour lier l'utile à l'agréable, la Première Dame a reçu un diplôme d'honneur dans le cadre de ses actions pour la mère et l'enfant. Nous allons prendre la direction de la province du Nord Kivu. Plusieurs positions des territoires du M23 bombardés dans les territoires de Massissi. La nouvelle a été donnée par la société civile locale. Selon Télésphore Mitonde, qui est l'intensité de combat dans plusieurs lignes et actuellement à la base de la dégradation de conditions de vie des populations déplacées. Il a été joint par Josué et Benbazo. Oui, donc les affrontements sont en fait en cours dans la région de Kiloliro. Oui, ils viennent de subir des bombardements ce matin dans cette région. Les guignols du M23 ont lancé une série d'attaques dans cette région et donc ils ont ouvert le feu sur plusieurs fronts et qu'ils ont mis à mal plusieurs entités de cette partie du territoire de Massissi et que donc les affrontements se poursuivent depuis ce matin et pour cela, il fallait qu'ils subissent ce revers-là, donc ils viennent d'être bombardés. Et en ce moment même où je vous parle, les affrontements, de violents affrontements restent en cours dans cette région, donc en territoire de Massissi. Nous sommes en train de suivre jusqu'à présent la situation. Parce que les affrontements restent en cours. Bon, écoutez, depuis hier, c'est encore, en tout cas, un flux, c'est encore une série de flux de populations. Donc, il y a eu de nouvelles vagues de déplacements des populations de différentes entités vers plusieurs agglomérations du territoire de Massissi. La cité de Sake est inondée, donc inondée, en tout cas, de déplacer depuis hier. Pourtant, la zone connaissait déjà une alerte humanitaire. Il y a plusieurs autres entités qui ont accueilli de déplacés, notamment la cité de Louchebere, la cité de Katale, Bihambwe, Mushaki, Matanda, Kahanga, Nyakariba. Il y a plein. Il y a en tout cas bien d'entités qui ont accueilli plusieurs familles déplacées et cela rend encore une fois la situation humanitaire très précaire. Pourtant, il y avait déjà cette alerte humanitaire là sur l'ensemble du territoire de Massissi. De l'autre côté, dans le territoire de Rutshuru, les affrontements entre le M23 et les jeunes patriotes dites les Wazalendo ont repris également ce matin plusieurs lignes dans l'axe Bukongo, dans les chefferies des Bouitou. D'après Patrick Kunga, membre de la société civile locale, plusieurs mouvements de la population sont à signaler. Oui, bien évidemment, c'est depuis le matin que nous avons été signalés par la reprise des combats entre les forces de Ouazaline et l'M23. À ce moment, on n'a pas encore le bilan de ces affrontements, mais nous confirmons cette attaque. Et malheureusement, il y a eu des pertes à terme de dégâts matériels qui s'est causé. C'est pourquoi la ville de Goma, dans la partie de la ville de Goma, n'est pas alimentée par les Goura. Il y a eu des poteaux qui ont été touchés par les bombardements du côté du M23. Mais il fallait signaler que de deux côtés, il y a toujours été des pertes énormes à terme des combattants qui, selon les informations, nous avons perdu au moins 5 Wazalendo et une grande perte énorme du côté du M23. Mais jusque-là, les bouches officielles n'ont pas encore confirmé cette perte. Il y a eu toujours des déplacements dans le secteur sous contrôle du M23. Les populations abandonnent leur zone, mais du côté de la ville de Goma, c'est le chaos parce que la route qui alimente Goma retour reste toujours bloquée, qui influence sur le coût des vies au marché. Il y a eu vraiment les prix au marché parce que les camions qui ravitaillent
la ville de Goma à nourriture reste toujours bloquée. Même des motos ne passent plus. Il y a certains passagers qui encore dans la zone occupée par les terroristes. Retour à Kinshasa, la question du désengagement de la MONUSCO au cœur des échanges ce jeudi entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Peter Kazadi, et une délégation de Nations Unies en mission en République démocratique du Congo. Les deux parties ont également évoqué la situation sécuritaire à l'est du pays. Reçue par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, cette délégation des Nations Unies a été conduite par l'ambassadeur de la France à Kinshasa, Bruno Aubert. Un passage au cabinet du vice-premier ministre Peter Kazadi après être reçu par le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout les désengagements de la MONUSCO tel que voulu par les autorités congolaises et la population de l'est du pays. Nous avons avec eux échangé, notamment bien sûr sur la situation à l'est du pays, situation qui nous préoccupe évidemment gravement. Nous avons travaillé aussi sur la question du désengagement de la MONUSCO qui est demandée par l'opinion publique congolaise et par les autorités congolaises. Nous avons aussi travaillé ensemble sur le suivi de la visite du président de la République française qui était venu ici à Kinshasa début mars. Donc voilà des sujets importants et les entretiens se sont déroulés dans un climat très, très positif. Quel parlement pour quelle réforme et comment sortir le Congo dans le fossé auquel il se trouve? C'est autant de questions que se posent les Congolais. Actu 30 a approché une icône du monde des médias congolais du haut de plus de 40 ans de métier. Jean-Pierre Kibambi-Chintois dresse un tableau réjouissant de l'évolution du Congo, surtout dans le domaine de l'éducation. Le prochain parlement devra remettre les choses dans son contexte. Kibambi-Chintois est interrogé par Rachel Ketita et Serge Mitelezi. De 1960 à nos jours, le Congo semble avoir perdu les fondamentaux d'une véritable nation. Jean-Pierre Kibambi-Chintois, historien du présent et du passé, en parle, mais avec beaucoup d'amertume. Il faut que les fondamentaux soient remis au goût du jour. Je parle de quoi? Du respect d'une manière générale. Le code de la route n'est pas respecté. Les parents ne sont plus respectés. Les morts ne sont plus respectés. Les journalistes vont en fait dans les cimetières pour faire des faux reportages parce qu'ils ne sont même pas journalistes. Non mais c'est grave. Et si nous ne faisons pas ça, eh bien, il ne faut pas croire que ce pays, d'autres viendront le changer. C'est à nous, les Congolais, à le changer. On ne le changera pas à partir de l'extérieur. On le changera ici en revenant au respect de la norme, au respect de tout ce qui mérite d'être respecté, en commençant par l'homme, par la femme, par l'enfant, par les droits de tout le monde. Le changement, c'est maintenant, et cela à travers un vote responsable pour des candidats qui proposent mieux en termes de programme. Que le changement ne commence pas par l'autre, que le changement commence par nous, par les électeurs, qui vont aller écouter les discours et qui vont se décider, à partir de ces discours, à voter pour tel ou pour tel, parce qu'il les aura convaincus. Si moi je ne vous convainc pas, pourquoi vous voulez me voter? Pourquoi vous voulez voter pour moi? Je peux vous donner tout l'or du monde. Si je suis une bourrique, vous ne me votez pas. Mais vous votez pour celui qui vous présentera le discours qui est susceptible de participer au développement de notre pays. C'est un pays qui a tout, qui n'attend que de ses fils l'intelligence nécessaire, les responsabilités nécessaires pour le transformer en paradis. Les médias ont aussi leur part de responsabilité. Est-ce que suffisamment les médias ont contribué à éduquer? De quelle manière? Mais non, madame.
Les médias n'ont pas contribué à cette... Quels médias? On cherche l'audimat. Il n'y a que quelques médias qu'on peut compter au bout de... Ah non, c'est notre travail à nous. Et si nous le faisions bien, on n'en serait pas arrivé là. Où voulez-vous trouver les modèles quand tout le monde court vers l'audimat? Entre-temps, la CENI confirme la tenue des élections le 20 décembre 2023. Un mot en sport avant de clôturer complètement cette édition. Bonne nouvelle pour l'association sportive Vita Club et le Daring Club Otema Pembe de Kinshasa qui peuvent de nouveau jouer des matchs du championnat national en présence de leurs supporters. Le ministère des Sports et Loisirs a levé la sanction de rencontre à huis clos infligée à ces deux clubs de Kinshasa à la suite des incidents enregistrés lors du dernier derby. Outre le huis clos, l'SV Club et des ont été condamnés à payer chacun une amende estimée à plus de 2000 $ américains pour eux, pour entre autres envahissements de la zone neutre et l'RDG, sans compter qu'ils ont également perdu les recettes de cette rencontre. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à 13h30. Au revoir.